Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Bonjour, aujourd'hui mon invité est Pascal Bussière. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Ça va bien Julie, merci. Très contente que tu sois là. Merci d'avoir pris le temps dans ton horaire de nous rencontrer ici à CIDI. Pascal, on s'est croisés à quelques reprises. Je recule avant 2009. Tu avais tes petits-enfants ici à l'école. Et puis, ça faisait combien de temps à l'époque que tu étais dans les cantons de l'Est? Je suis arrivée en 98 quand même, ouais. On a construit une maison en paille en argile à l'époque, ouais. Sur une grande terre dans le coin d'Arryn Hill. Et puis, oui, donc ça fait un bon moment là quand même que je suis dans la région. Je suis repartie, j'ai passé comme une douzaine d'années ici. Après ça, je suis retournée en ville parce que beaucoup de travail en ville, beaucoup de mouvements. Donc, j'ai comme un peu centralisé mes activités là-bas. Puis, je suis revenue depuis 3 ans maintenant à Sutton. Oui. Tu es venue ici en Estrie pour bâtir cette propriété écologique. Oui. L'Estrie se prêtait bien à ça? Tu avais déjà un rapport avec les cantons de l'Est? Ou comment tu as choisi notre secteur? J'avais des amis, en fait, qui avaient racheté la terre de Jacques Languirand à Arryn Hill, qui avait fait un centre, on l'appelait le centre de soi. C'était un centre un peu de ressourcement. Puis bon, la mythologie veut que Jacques sortait la nuit en djellaba avec ses fidèles derrière lui. Donc, il y avait un petit côté un peu sec. Et c'est des amis à moi qui ont racheté ça, puis c'est des gens qui travaillaient en cinéma puis en télévision comme accessoiristes. Donc, je les ai connus sur un plateau de tournage. Ils m'ont amené donc dans ce lieu-là où j'ai loué un chalet pendant quelques années. Puis ça a été un peu mon entrée, je dirais, dans mon âge adulte, parce que plus jeune, je me faire du ski à Sutton et tout ça, mais comme adulte, de venir, tu sais, comme m'inscrire un peu plus dans le territoire, ça a été par ces gens-là. Puis de là, il y a eu vraiment un coup de foudre là, assez fort, là, tu sais, pour le paysage, pour les vallons ondulants, pour à toutes les saisons. Cette géographie-là me touche beaucoup. Puis encore aujourd'hui, là, comme 25 ans plus tard, je te dirais, il y a encore cet émoi quand j'arrive, là, je sors de la 10, puis j'arrive sur Pierre-Laporte, puis je fais ouf. Okay, je suis d'accord avec toi. C'est beau, et c'est pastoral, tu sais. Ouais. Donc voilà. Et les enfants, est-ce que tu les avais déjà ou sont nés ici? Non, sont nés ici. Ouais, ils sont nés tous les deux à Cowansville, à l'hôpital. C'est ça. Ils sont venus à l'école ici à Saint-Édouard et ils ont fait leur secondaire à Cowansville. Apprécies-tu aujourd'hui, ayant retourné à Montréal puis en voyant comment la vie est en accéléré, est-ce que tu apprécies que tes enfants ont grandi dans la nature, à la campagne, dans un petit village? Oui, que ça moi, je l'apprécie. Je sais pas comment eux ont intégré ça, parce que quand tu viens de la campagne, tu as un autre rapport à la campagne que quand tu l'as choisi. Ouais. Eux autres, ils avaient bien hâte de s'en aller en ville. Là. À un moment donné, c'était le trou perdu, puis il y avait besoin de vivre autre chose, d'être dans l'urbanité. Donc, les deux sont en ville en ce moment. Je pense que profondément en eux, il y a cette assurance qu'ils pourront toujours revenir puis avoir accès à ça. C'est devenu un grand luxe là, d'avoir accès au silence. Tellement. D'être dans une zone où il n'y a pas trop de réseaux qui rentrent encore aujourd'hui. Puis aussi, tu as parlé que c'est ta communauté de cinéma qui t'a amené ici, mais il y a une communauté ici. Vraiment. Et moi, quand j'ai découvert ça, quand je suis arrivée en 2000 environ, j'avais le sentiment que c'était juste un gros campus. Oui. Que les gens t'existaient un peu dans cette communauté-là, mais c'était que des choses à découvrir, que des nouveaux amis à faire. Oui. Même s'il n'y avait pas nécessairement une connexion intense, profonde ou intime avec tout le monde, on avait la même histoire. Il y avait le même canevas de cette histoire-là qui était qu'on choisissait cette région qui était magnifique. Et puis, alors, pour revenir à tes enfants, tu dis que tu leur as quand même transmis qu'ils pourront toujours revenir vers ce luxe qui est la nature. En effet, je pense que c'est une magnifique façon de voir les enfants s'enraciner dans eux-mêmes, dans qui ils sont, puis dans le tout. Mais je pense que, si je peux me permettre, que c'est des choses qu'on réalise beaucoup plus tard dans la vie. Tu sais, je pense qu'ils ont à traverser un peu leur vie d'adulte avant de comprendre ce que ça veut dire d'être inscrit dans un territoire. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé sur le tard, tu sais. Je pense qu'il faut il faut s'être un peu promené, avoir mesuré aussi le privilège qu'on a, tu sais, d'avoir un petit lopin de terre, puis de faire pousser des fleurs, puis tout ça. Il faut s'être promené un peu, je pense, pour l'apprécier.
Je suis d'accord avec toi pour renouveler le regard qu'on porte là-dessus. Absolument. Avoir un peu de recul nous permet de voir le romantisme et le luxe que ça offre. Quand on est trop dedans, on se sent peut-être un peu piégé. Oui, il y en a qui... Je pense que pour les jeunes, il y a une nécessité. Ceci dit, les choses ont changé. Parce que quand moi, je suis arrivée, j'avais mes 2 bébés sous le rang à Erin Hill. Je me sentais toute seule par bout, là. Le sens de la communauté, comme on en parle... Je l'ai plus senti dans les dernières années, donc à mon retour depuis 3 ans, où là, on dirait qu'il y a eu une grande exode, disons, urbaine vers la campagne. Post-COVID. Post-COVID, moi, c'était ça. Puis beaucoup de monde. Beaucoup de jeunes entreprises qui ont démarré, beaucoup de jeunes qui sont venus aussi, qui ont choisi de venir s'installer à la campagne. Donc ça a créé une vraie communauté artistique, une vraie communauté de fermiers, une vraie communauté de jeunes entrepreneurs qui se réunissent pour ensemble créer des choses. Ça, il n'y avait pas ça il y a 25 ans. C'est comme si c'était les anciennes valeurs qui dominaient encore sur cette région. Puis là, c'est les nouvelles valeurs, la collectivité, cet éveil, cette conscience que... Pour faire une communauté, puis pour avoir de l'authentique et du vrai, il faut aller à la source. Et ce réseautage, qui est plus le réseautage nécessairement de prendre une expansion, mais de goûter au vrai. Et de s'aligner avec ses valeurs dans sa communauté. Moi aussi, je l'ai senti. Je pense qu'il y a une couple d'été, je suis allée à Blanca quand ça a ouvert, puis j'ai fait « Oh, mes amis sont aussi! » Wow! J'étais bien contente. Oui, bien c'est ça, c'est des initiatives qui ont beaucoup d'impact sur le sentiment d'appartenance, sur l'entraide aussi, puis... Avec la Pentry, que Ben et Léla ont ouvert, avec les filles ici du Palma en face. Puis c'est des gens qui s'entraident finalement en partageant leur réseau, puis en faisant circuler le bon mot. Que ça se passe, qu'il y a une possibilité d'avoir une vie culturelle, une vie sociale pleine, même quand tu es en dehors d'un grand centre. Évidemment, les réseaux sociaux ont permis qu'on puisse, dans un premier temps, goûter à nos intentions, nos valeurs, et puis ensuite de les manifester plus dans le tangible, comme on fait maintenant, puis s'éloigner peut-être des centres de la ville et de se recréer des communautés. Il y a une grande volonté, un grand mouvement vers ça, vers la décentralisation de la culture notamment, tu sais. C'est pas facile parce que, tu sais, les propriétaires de salles en région, ça fluctue. C'est sûr que l'hiver, il y a comme des temps morts. Comment on peut essayer de maintenir ça à l'année? Pascal, tu as quand même une carrière qui te permet d'être à plusieurs endroits. Tu es comédienne, tu es accomplie, tu es reconnue. Au niveau de ta carrière, tu es un succès, puis au Québec, tu es une renommée. As-tu toujours su que tu allais être actrice, comédienne? Non, je m'orientais pas du tout vers... C'est-à-dire que j'avais pas le fantasme de devenir une actrice quand j'étais jeune. J'avais pas non plus d'idole, tu sais, que je convoitais, là, dans lequel je me projetais. J'étais une enfant très farouche. J'ai grandi dans la montagne à Saint-Bruno, mais à l'époque, c'était pas développé, là, il y a 50 ans. Tu sais, j'allais à la pêche, je jouais au soccer, je suis très tomboy, là. J'étais très physique. Je faisais de l'équitation, j'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps partie dans le bois. Donc, disons qu'une vie devant les projecteurs, sur scène... Je trouve ça tellement intéressant, je t'écoute. Puis moi, j'ai grandi banlieue nord, il y avait un grand champ devant chez nous qui n'avait pas été développé. Je montais à cheval, j'étais un peu sauvage, toutes ces choses-là. Et donc, tes parents faisaient quoi? Ils étaient professeurs. OK. Ouais, mon père était prof d'histoire et directeur d'école, puis ma mère a été prof d'économie familiale à l'époque. Fait que oui, en fait, c'est ma mère qui un jour a entendu à la radio que Micheline Langto cherchait 2 adolescentes pour jouer dans son long-métrage Sonatine. Elle a pris en note vraiment le numéro de téléphone de l'agence de casting qui s'occupait du casting du film, puis elle a piné ça sur le frigo, tu sais, en se disant... Parce que, tu sais, je prenais des cours d'un paquet d'affaires, là, tu sais, de sculpture, en art, puis... Moi, je me projetais plus dans un futur d'artiste en art, disons en art visuel, tu sais, en sculpture, en peinture, certainement pas devant la caméra. Puis, donc, elle écrit ça, puis moi, j'ai un peu négligé, j'ai un peu comme évacué ça de mon angle, disons, c'était dans mon angle mort. Puis un jour, en revenant de l'école, j'ai décidé d'appeler, j'ai pris rendez-vous. Quel âge avais-tu? 13 ans. T'avais de l'initiative quand même? Quand même, un peu, oui. J'étais quand même timide, tu sais. Je veux dire, c'était un petit peu contre ma nature, là, déjà, de faire ça. J'ai pris rendez-vous. Ma mère est revenue de travailler. Puis, c'est ça. Je lui ai dit, maman, samedi matin, on s'en va à Montréal, à Plage-Jacques-Cartier. J'ai une audition.
Elle dit « Ah, t'as appelé, c'est super! » Fait que j'ai fait l'audition avec... donc, c'est Micheline Langto qui réalisait. Micheline qui habite la région, qui est comme un peu... ma mère, pas qu'un peu, là, énormément ma mère spirituelle. Puis c'est drôle parce que Micheline, elle a été avec un homme qui était vraiment le grand amour de sa vie, le dernier homme de sa vie qui est mort l'année dernière, il y a 2 ans, qui était jardinier, comme moi. Moi, j'ai un jardinier dans ma vie. Fait qu'il y a comme une espèce d'effet gémellaire, là, de miroir. Mais bon, Micheline a dû voir quelque chose en moi que je ne pouvais pas percevoir moi-même. Puis voilà, ça a été le début. Et sens-tu que tu avais... Te sentais-tu un peu marginale à la jeunesse ou incomprise ou... Oui, je me suis toujours sentie un petit peu awkward. Je me suis toujours un petit peu off, un petit peu pas tout à fait dans le coup de ce que vivaient les jeunes... ou les jeunes filles. Non, surtout pas les jeunes filles. Je comprends tellement bien ça. Parce dans la féminité, c'est comme si j'appartenais pas beaucoup... en tout cas, je n'étais pas capable de correspondre aux critères, disons, féminins de l'époque. T'entendais-tu mieux avec les garçons qu'avec les filles? Oui. T'étais athlète un peu, tu jouais avec eux, c'est-tu là que tu... Oui, j'étais vraiment with the boys, one of the boys. Ouais. Beaucoup moins en vieillissant, c'est comme si je m'étais un peu réconciliée. Hein? Ouais. Après avoir été maman, je pense que la maternité nous raccorde au grand féminin universel. Oui. Mais je découvre des choses là-dessus encore aujourd'hui parce que je suis en train d'écrire un show justement sur la sexualité post-MeToo. Donc, je revisite les constructions sociales du féminin puis du masculin. Tu sais, puis je me dis, oh mon Dieu, tu sais, à l'époque, j'aurais probablement été queer. Tu sais, on m'aurait qualifié de queer. À l'époque... Alors qu'aujourd'hui, à mon époque, j'étais juste tomboy. Mais aujourd'hui, je serais probablement plus dans cette... Est-ce qu'on parle de l'identification au pronom, là? C'est à ça que tu fais référence ou... Juste à comment on se situe entre le masculin et le féminin. Tu sais, j'aime assez la fluidité aujourd'hui de comment en tout cas, comment c'est nommé. Puis je pense que ça a toujours été. Aujourd'hui, on est je pense que le langage est plus spécifique. Mais pour revenir, est-ce que je faisais allusion à l'enfance? Est-ce que c'était peut-être ce sentiment d'observer ou d'être en connexion avec toi-même? Avant d'être en connexion avec les groupes, je pense que tu étais très en connexion avec toi-même. Tu faisais la découverte de la vie à travers tes expériences, ton ressenti. Tu observais peut-être beaucoup autour de toi. Oui, j'observais beaucoup. J'essaie de voir le lien. Qu'est-ce qui fait que soudainement, par le biais de Micheline, que tu prends un rôle et que tu as un besoin de t'articuler? Ce n'est pas d'être vu, c'est peut-être que tu as découvert une façon d'articuler ce que tu sentais, ce qui est là. Ben, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer encore aujourd'hui parce que c'est ça, j'étais quand même très timide, assez pudique, mais étrangement, puis c'est le cas de beaucoup d'acteurs, actrices, devant la caméra, il y a quelque chose qui me permettait de toucher des zones qu'on touche pas dans la réalité, c'est un monde parallèle, hein, c'est vraiment un monde parallèle qui, si je regarde ça avec le recul, tu sais, les rôles et la vie finissent toujours par se correspondre. Oui. Comme si le cinéma me permettait d'aller fouiller quelque chose d'autre, un peu comme dans l'inconscient, que j'explore moins dans la réalité parce que la réalité a des conséquences, n'est-ce pas, aux événements. C'est bien dit. Alors qu'au cinéma, après la journée, même si ton corps l'a vécu, même psychiquement tu as vécu quelque chose, mais ce n'est pas la réalité qui a des conséquences. Je pense que ça m'a permis de m'expandre, tu sais, ça m'a permis de m'ouvrir, de dominer ma pudeur, plonger même souvent très loin. Est-ce que c'était une forme de permission ou c'était pas là l'enjeu? C'était pas nécessairement une permission, mais c'était un cadre sécurisant. Oui. C'est un cadre sécurisant dans lequel on peut se permettre d'être vulnérable puis d'ouvrir, Et dans ton choix de continuer dans ce volet-là de comédienne, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû mettre de côté, que tu aurais eu l'ambition de vivre autrement? J'ai jamais eu beaucoup d'ambition. C'est sûr que j'aurais pu, à un moment, quitter pour la France, avoir peut-être l'opportunité de faire plus de films. J'en ai fait quelques-uns, mais de m'installer plus, disons, franchement là-bas, parce qu'il faut s'installer là-bas, si tu veux faire du cinéma en Europe, il faut vraiment que tu sois là. Quoique, j'en ai fait plusieurs dans ma carrière sans vraiment y vivre. Mais j'ai eu des enfants, puis je me voyais pas élever mes enfants vraiment contre ma nature. Donc, j'ai préféré ça, puis j'ai aucun regret là-dessus. Ce que je regrette un peu, mais il n'est jamais trop tard, c'est de ne pas être passé plus à la réalisation, tu sais, puis de me commettre davantage derrière la caméra. Parce que j'ai étudié en cinéma. Au final, j'ai pas fait d'école de jeu. J'ai étudié en film production à Concordia. OK.
Ouais. Mais il n'y a jamais trop tard. Ça a l'air ridicule de dire ça. Mais... Alors, tu as quitté, tu étais à la ville, et là, tu reviens vers la campagne. Ouais. Tu le fais quand même post-50 ans. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue à l'intérieur d'une femme, dans un premier temps en tant que mère? Mm-hmm. Ça nous ouvre à l'expérience de la femme dans un monde prédominamment masculin, dans un avec monde des normes masculines, cas, exactement. Et là, on commence à goûter, à vivre, explorer les facettes de soi qui ne sont pas encore, je crois, définies. Mm-hmm. Dans mon retour ici, oui. Il y a toutes sortes de facteurs. C'est sûr que le contexte post-pandémique où tout le monde a capoté puis on voulait devenir autosuffisant, partir à la campagne puis ne plus dépendre de personne. Moi, j'ai capoté d'être pognée en ville pendant la pandémie. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Il me semble que je ne devrais pas être là. J'ai vécu à la campagne. Alors, est-ce que c'était par sécurité que ça t'a coincé ou c'était par un désir de te réaligner avec toutes tes valeurs? C'est parce que là, j'avais plus de lieu à la campagne. Mon chum m'avait vendu sa maison dans le Nord. Moi, j'avais plus de maison ici. Fait que on a fait comme, on est pogné en étau. Oui. Donc, au sortir de la pandémie, vers la fin de la pandémie, on s'est dit, OK, on fly. Donc, un vrai désir, comment dire, d'avoir une prise sur le territoire puis de pouvoir agir, de se sentir quand même qu'on a un certain pouvoir sur notre vie, sur notre vie, qu'on est moins tributaire de tout le monde. Puis bon, tout simplement, là, d'avoir les mains dans la terre, de se reploguer avec ça, sans être ésotérique là, du tout, c'est comme élémentaire, ça fait du bien. Puis moi, je travaille dans un métier d'abstraction, un métier d'affect, c'est beaucoup dans les motifs. Puis à la fin de la journée, je sais pas ce que j'ai fait, c'est comme se réveiller d'un rêve, tu t'en souviens, mais pas tout à fait, c'est fragmenté, c'est pas une réalité tangible. Fait qu'à la fin de la journée, quand on a toujours des projets à campagne de faire une sculpture là, à la fin de la journée, ça existe, c'est concret. Oui. Et puis on a un impact sur son monde. Ce n'était que les frontières de son terrain, comment on moule et on sculpte le paysage. Oui, exactement. Et c'est rassurant, mais ça nous projette dans le temps. Il y a quelque chose de timeless ensuite. Oui, puis tu sais, quand tu plantes un arbre, tu le sais que tu le verras pas mature, là. Mais tu te dis, mais tu sais, dans 50 ans, il va être écœurant. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci. Pascal, t'es assise devant moi, tu vieillis pas. Je te regarde, puis je me dis, wow. Alors, ma question serait, étant comédienne, étant devant les projecteurs, la caméra, est-ce qu'il y a eu une étape de ta vie où tu as peut-être vécu un peu plus d'insécurité, un peu plus le doute de toi ou de te réaffirmer dans ton authentique valeur pour avoir envie de continuer puis d'avoir un vent nouveau? Ça s'est passé comment pour toi? Parce qu'on va pas se mentir, on a quand même traversé la cinquantaine, puis je pense que c'est un milestone pour les femmes. Oui, il y a certainement beaucoup de réflexions à faire autour de ça. On tombe dans certains pièges à un moment donné, tu sais, botox, pas botox, quand tout le monde est botoxé à un moment donné, puis si tu le fais pas, tu t'accuses. C'est comme un double shaft. Oui, c'est sûr qu'il y a des allers-retours là-dedans, il y a des caps à passer, mais... Comment dire, les actrices que je valorise beaucoup sont passées à travers ça avec beaucoup d'authenticité. Oui. T'sais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des petits touch-ups ici et là, c'est chacun son truc. Mais bon, on est dans une époque assez délirante autour de la jeunesse, la recherche de la jeunesse éternelle. Malheureusement, il y a des modèles comme Madonna qui ont flippé l'autre bord. Là. On est rendu comme dans... Tragique, là. C'est tragique. Puis même le cinéma hollywoodien, en ce moment, reprend ça, avec... Demi Moore, notamment dans ce film, où on la voit se faire injecter un paquet d'affaires pour Substance, qui est un film effroyable. Mais je la trouve extrêmement courageuse de se prêter à l'exercice. Fait que là, on est comme dans une mise en abîme de la problématique parce que non seulement... Et même Nicole Kidman, c'est des actrices formidables, Nicole. Mais à un moment donné, jusqu'où elle va aller, pour maintenir cette affaire-là? Fait que c'est très confrontant. Comment l'as-tu vécu? Parce que je regardais Nicole aller, puis je me disais, c'est quand même exceptionnel qu'elle ait pu garder son image, qui n'a pas bougé beaucoup. Je comprends qu'elle a de l'aide autour de ça. Oui, c'est high maintenance. Mais surtout, je me disais...
Mais avec l'expérience de vie que j'ai, puis où je suis rendue, moi, dans la cinquantaine, être en déshabillé sur un tapis rouge et plaire à des caméras, ça serait la dernière chose que j'aurais envie de faire. Oui, tout à fait. C'est comme Meryl Streep va le faire d'une certaine façon, en restant peut-être encore... Vont le faire exactement, façon. Et en restant peut-être plus calqué sur où moi je pense que je me situe aujourd'hui en rapport avec moi-même. Bien, Nicole est un cas très complexe, je pense, parce qu'elle se prête à la torture de ça, puis en même temps... elle en est consciente. Il y a comme, dans son cas, à elle particulier, c'est un choix. Elle est empowered dans ça, tu crois? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine parce qu'il y a une violence là-dedans, il y a une exigence, il y a une... qui passe peut-être à côté, mais ça, c'est un jugement de valeur. J'ai pas envie d'aller là parce que plus jeune, j'aurais été très opinionatrice. Oui, là-dessus. Puis aujourd'hui, je me dis, garde, chacun trouve sa voie. Je pense qu'on a une responsabilité aussi comme femme de permettre de vieillir. Puis tu sais, c'est comme un couteau à double tranchant de dire « Ah, tu vieillis pas. » Parce que oui, je vieillis. Puis oui, à un moment donné, on va le voir. Puis je vais vivre avec le visage qui vieillit. Puis c'est la vie. On peut pas, tu sais, contourner ça éternellement. Moi, je pense que ce passage vers les changements physiques, tu sais, je veux dire, on se regarde dans le miroir, puis là, on commence à voir notre mère. Ça peut être un peu contraignant. Ça nous demande de se reconnecter à notre vraie identité, je crois. Moi, c'est un peu comme ça, là, comment ça se passait dans ma tête, et inconsciemment, probablement. Mais en fait, c'est que je me disais, mais qui suis-je maintenant? Cette personne-là est en train de s'évaporer. Oui, il y a comme des deuils à faire. Et là, qui suis-je? Et ça m'a habité très longtemps. Cependant, de ne pas avoir trahi ce passage-là, j'ai l'impression d'avoir repris ce puzzle-là qui est Julie et de renaître peu à peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tabous autour de ça également. Bon, injection, j'ai passé à côté et j'en suis récompensée aujourd'hui. Maintenant, on peut faire nos choix, je peux rechoisir à tout moment, mais de le faire à partir d'un espace où j'ai très peur de ce qui s'en vient, ce ne serait pas un bon espace pour moi. Donc, il y a cette ligne-là qui existe dans le miroir, ce passage-là qui est un point de non-retour qu'on voit dans le miroir, mais je pense avant tout qu'il y a une ligne à l'intérieur qui fait « Qui suis-je maintenant? Comment est-ce que je suis en rapport avec moi avant tout? » Et c'est ça, je pense, quand on fait cette paix-là et ce tout-là, que le monde s'ouvre à nous. Notre pouvoir, notre influence, c'est un notre travail, c'est vraiment un travail. Puis c'est sûr que dans le cas des acteurs, des actrices, les actrices particulièrement, c'est difficile parce qu'on est toujours dans le regard. Et on existe beaucoup dans le regard, puis on existe beaucoup dans le désir des autres, tu sais. C'est-à-dire que notre travail dépend du désir de quelqu'un, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, de bien vouloir travailler avec nous. Mais il faut pas se méprendre. Le désir de travailler avec quelqu'un, une actrice, c'est pas sa jeunesse éternelle qu'on veut, je pense. C'est au contraire. Tu sais, je pense à Frances McDormand qui, avec force et courage, hein, quand même, à Hollywood, de continuer. Puis on va la chercher pour ça. Comme Meryl Streep, comme une de mes grandes idoles, c'est Patti Smith. Patti Smith a vieilli, là, puis elle vieillit aussi dans cette... elle s'élève, tu sais, il y a quelque chose de... Oui, on se transforme. Il faut accepter que le regard sur nous se transforme aussi. En effet. Donc, cette autre personnalité-là qui s'est évaporée, puis cette nouvelle... Oui, puis on n'est plus dans les mêmes rapports avec les autres. On n'est plus dans le même rapport, notamment avec les hommes. On n'est plus... ou avec les autres femmes. C'est vrai. Donc, on est toujours en conversation avec ça, hein, parce qu'on a beau dire « je me transforme à l'intérieur de moi », mais on se transforme souvent dans le regard des autres. Aussi. Par le regard des autres. Mais je pense que les cercles d'amitié, les cercles féminins forts sont d'autant plus bénéfiques, je trouve, en vieillissant. C'est vrai. Ouais. Je pense que c'est ça qui nous unit, ce passage-là, où on quitte ce regard-là qui était la valeur que le patriarcat nous a donnée et redécouvrir notre valeur authentique. Et c'est là où ça prend tout son sens dans ces groupes de femmes qui deviennent nos consoeurs, qui deviennent notre plateforme, qui deviennent nos coéquipières vers être reconnues dans le sens de perçues. On a tellement de choses à échanger maintenant. Puis je pense aussi que quand on... tu sais, moi, je vais avoir 57 ans.
À 57 ans, j'ai encore 13 ans. Elle existe encore, cette fille-là de 13 ans, là. La nouvelle maman de 31 aussi. Tu sais, tout ça cohabite, là. Fait que... Puis je pense que oui, effectivement, les femmes nous permettent plus d'aller visiter tous ces espaces-là que dans le regard des hommes. Je pense qu'on peut... Peut-être que j'en vois quelque chose. Ça dépend des gars. Tu sais, on peut se retrouver avec un ami avec qui on déconne, comme quand on avait 20 ans. Je reviens d'un festival, justement, de films où j'étais avec des amis gars, puis on vivait tous dans un appart. Là, j'ai l'impression d'être à l'université, d'avoir 22 ans, puis d'être avec mes 2 colocs, là, tu sais. Je retombais là, pouf, dans ma tête, c'était là, tu sais, ça existe, là. Alors, Pascale, maintenant en Estrie, tu t'es impliquée dans le Festival de films de Knowlton. Et je te demanderais, quelle est ta mission derrière ça? Bien, au départ, Julie Bradet, qui est donc la directrice du festival, est venue me chercher pour être porte-parole il y a 3 ans, où j'ai accepté de facto, parce que ça allait de soi. Puis, l'année dernière, elle m'a demandé donc d'embarquer sur le CA, d'être plus active, disons, une position plus active dans l'organisation du festival. Et j'ai accepté avec bonheur. Je pense que, j'ai fait beaucoup de festivals de films à travers le monde dans ma carrière. Puis, je me dis, ça part toujours dans le sous-sol de quelqu'un, cette affaire-là, là, tu sais. Puis là, tout à coup, tu sais, les gens se grèvent, puis il y a un intérêt, tu sais, il y a un intérêt. Puis du petit ciné-club, ben tout à coup, ça devient un événement qui prend de l'ampleur. Chaque festival ayant sa direction spécifique. Ici, je trouve qu'on a tout pour avoir un festival d'importance, de renommée internationale, comme Telluride au Colorado, au Carlo Vivari. Il y a plein de festivals, ou même Angoulême en France, où tu as une sélection très spécifique, très niché, mais qui est de grande qualité. On reçoit des invités ici, on leur fait faire le tour de la région. Et personnellement, c'est une façon pour toi de... Bien, personnellement, c'est une façon aussi de redonner à la communauté. Tu sais, je considère que je suis très privilégiée, que j'ai beaucoup reçu dans la vie. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai vécu des grandes expériences. Et là, j'ai envie de partager ça. Puis pour moi, c'est une forme c'est une courroie de passage. Je fais ça aussi à Montréal. Il y a le centre, le CAP, le Centre d'art parallèle aussi, pour l'organisme pour lequel je suis porte-parole. C'est de l'art-thérapie pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est quelque chose qui me touche énormément. C'est ça, j'essaie en m'impliquant dans toutes sortes d'organismes, puis peut-être en mettant en contribution l'expérience que j'ai accumulée un petit peu sur mon bout de chemin. Ben, c'est une façon de redonner que tu passes ici en studio, que tu nous fasses une belle entrevue. Merci encore de ton passage. Merci beaucoup, et Julie. au plaisir de se recroiser cet été. Absolument.